Bonjour, vous êtes avec Nourdine Salhi, donc journaliste radio Média Maghreb 1450 AM 104.5 FM. Aujourd'hui, donc, on est le mercredi 7 octobre. J'aimerais bien qu'on discute d'un point qui était vraiment le sujet de beaucoup de débats en Tunisie dernièrement, qui est donc l'application de la peine de mort au décès le viol, à vrai dire, et le meurtre de Rahma Saya en Tunisie. Tout le monde a suivi ce crime, tout le monde a eu son opinion sur le sujet. On a vu aussi l'intervention du président de la République qui a fait démontrer que la Tunisie est prête à appliquer la peine de mort dans ce cas-là. On sait tous que la peine de mort existe dans le code pénal de la Tunisie, mais elle est suspendue depuis 91. On sait aussi qu'un autre joueur a émis son opinion sur le sujet, qui est Amnesty International, donc en arabe, Monazam Tla'af ou Ad-Doualiya. Avec nous aujourd'hui, Madame France Isabelle Langlois, directrice générale d'Amnesty Canada francophone. Madame Langlois, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Si on revenait au début, juste pour un travail d'éducation un peu, si on parle de la mission et les champs de compétences d'Amnesty. Bon, Amnesty International, c'est une organisation dont la mission est de mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits de l'homme en français. Donc, il y a 60 ans, presque maintenant, Amnesty International est né à Londres autour de cas particuliers de prisonniers et de prisonnières d'opinion. Et donc, pendant quelques années, Amnesty n'a œuvré que sur cette question-là, où on demandait la libération donc des personnes qui étaient emprisonnées en raison de leurs opinions, de l'expression de leurs opinions. Et puis, très vite, Amnesty s'est penchée sur la question de la peine de mort, de la torture et des autres traitements inhumains. Et aujourd'hui, on travaille sur l'ensemble des violations de droits humains commis à travers le monde, donc dans tous les pays. La question de la peine de mort est donc un enjeu qu'on suit depuis presque les tout débuts. Ça a beaucoup marqué notre histoire. Au moment où Amnesty a commencé à travailler sur cet enjeu-là, c'était une majorité de pays, y compris des pays comme le Canada, par exemple, la France et d'autres, qui pratiquaient toujours la peine de mort. Aujourd'hui, on a réussi à renverser la tendance. Okay. Donc, la majorité des pays à travers le monde sont abolitionnistes en droit ou en pratique. Donc, dans le cas de la Tunisie, c'est un pays abolitionniste, non pas en droit, parce qu'effectivement, la peine de mort existe toujours dans le code pénal, mais en pratique, la Tunisie ne pratique plus jusqu'à ce jour la peine de mort. Et donc, il reste très peu de pays récalcitrants à ce jour. Par exemple, dans les Amériques, il n'y a que les États-Unis qui pratiquent encore la peine de mort. Aucun autre pays ne pratique la peine de mort. Et la très, très grande majorité des pays des Amériques sont aussi abolitionnistes en droit. Donc voilà. La raison pour laquelle on milite contre l'abolition de la peine de mort, c'est qu'on considère que c'est un jugement qui est inhumain et qui ne résout pas les problèmes de criminalité. Dans le cas qui nous occupe ici, c'est une jeune femme qui a été violée et tuée. Donc, on s'entend sur le fait que ce sont des crimes qui sont abominables, mais le fait d'avoir en droit et en pratique la peine de mort pour un État dans son code pénal et dans ses pratiques ne fait en rien que ce type de crimes-là vont cesser. Encore une fois, on peut prendre le cas des États-Unis où on pratique la peine de mort et il y a quand même un haut taux de criminalité et des meurtres abominables à tous les jours, voire des tueries de masse qui sont commises et bien sûr, malheureusement, des viols et autres sévices sexuels. Donc, d'une part, ça ne corrige pas ce qu'on veut corriger.
Il n'y a aucune preuve nulle part, à aucun moment, que le fait d'avoir dans son code pénal et de pratiquer la peine de mort a fait en sorte que la criminalité a diminué. Donc, on est plus dans une question d'éducation, de sensibilisation, de changement des mœurs. En plus, une personne qui est condamnée à mort peut l'être de façon fausse, c'est-à-dire qu'on peut condamner une personne à mort alors que ce n'est pas elle qui a effectivement commis le crime. Et là, c'est non réparable parce qu'on ne peut pas, cette personne-là, à partir du moment où elle a été tuée, elle ne peut pas demander justice. Et ça prive aussi la personne de réclamer son droit à une peine plus juste, parce qu'on peut considérer que oui, j'ai commis un crime, mais cette peine-là, elle est, par exemple, la peine de mort, elle est pratiquée dans plusieurs pays asiatiques pour des questions de vol ou de petites contrebandes de drogue. Réel ou supposé d'ailleurs. Et donc, on peut considérer que c'est un peu trop fort d'aller jusqu'à un châtiment de peine de mort pour ce type de délit-là. Donc, les personnes se voient privées de leur droit à réclamer une peine juste, équitable, puisqu'elles sont décédées. À partir du moment où on est mort, on ne peut pas demander que le verdict soit revu. Et ça prive aussi les personnes de leur droit à une réhabilitation. Et quand on fonctionne dans un état de droit, on fonctionne sur le principe de la réhabilitation. Donc, on croit que les personnes qui commettent des crimes, quels qu'ils soient, peuvent être éventuellement, la majorité d'entre eux, il y a toujours des exceptions, mais la majorité de ces personnes-là peuvent éventuellement, quand elles ont payé leur dette à la société, peuvent être réhabilitées dans la société. Donc, c'est en raison de tout cela qu'on milite pour l'abolition pleine et entière de la peine de mort. Ce qui ne veut pas dire que les personnes qui commettent des crimes et des crimes aussi horribles que celui dont il est question ici ne doivent pas être jugées et ne doivent pas être punies sévèrement. D'accord, merci beaucoup, c'est très clair. Si on prenait le contexte de la Tunisie avant et après la révolution de 2011, on peut dire que maintenant, il y a plus de liberté, il y a plus de démocratie, où le pays est en voie de réaliser la démocratie. Dernièrement, Madame Langlois, il y a eu une série d'actes violents comme ce meurtre-là, des viols, des braquages. Donc, la situation sécuritaire s'est détériorée pour plusieurs raisons, peut-être des raisons logiques, peut-être des raisons objectives, ce qui a fait que beaucoup de Tunisiens ont vu que la peine de mort, dans plusieurs cas, serait un châtiment juste, si on peut dire. Ce que j'aimerais bien savoir, ce que Amnesty pense de l'état des droits de la personne en général en Tunisie, surtout après la Révolution. Il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est vrai que de façon générale, on a toujours reconnu la Tunisie comme un pays qui était plus avancé dans le monde arabe. Au Maghreb, au Moyen-Orient, il y avait surtout la question des droits des femmes qui apparaissait aux yeux des Occidentaux, en tout cas, comme plus respectée et valorisée en Tunisie. Cela étant dit, comme partout à travers le monde, il y a toujours des défis et toujours des améliorations à avoir. C'est vrai aussi que la Tunisie, si on prend l'ensemble des pays qui ont fait partie de ce printemps arabe en 2010-2011, c'est vrai que le seul pays qui s'en est sorti apparemment positivement, c'est la Tunisie, avec tous les défis que ça comporte. Et c'est vrai que ça reste une révolution et que ce genre de révolution-là provoque des déséquilibres dans une société, provoque des chamboulements et que c'est jamais un long fleuve
tranquille. On peut penser, par exemple, à l'Afrique du Sud, à partir du moment où l'apartheid a été aboli, qu'il y a eu la commission Vérité et Réconciliation, on s'est engagé vers le mieux, mais aujourd'hui, près de 30 ans plus tard, l'Afrique du Sud connaît beaucoup d'enjeux, une recrudescence de la violence, etc., parce qu'il y a une déstabilisation et c'est difficile de se reconstruire. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui, à travers cette révolution-là, et aussi pendant les années de dictature qui ont précédé en Tunisie, Oui. ont été très, très affectées. Et donc, il y a tout ce processus aussi de réconciliation et de justice par rapport à des choses qui ont été commises par le passé, qui est toujours latent. La Tunisie, comme l'ensemble des pays à travers le monde, d'ailleurs, c'est pas une belle période à travers le monde. C'est difficile économiquement et c'est difficile aussi pour les démocraties. Et donc, il y a beaucoup d'enjeux de liberté d'expression. Donc, on l'a vu, on le voyait très bien avant qu'arrive la pandémie, comment les populations se soulevaient et réclamaient plus de liberté d'expression, mais aussi des changements radicaux au niveau de ceux et celles qui sont à la tête du pays, de la façon dont les pays sont gérés. Il y a un ras-le-bol généralisé. Et bien sûr, il y a une jeunesse. Et dans un pays comme la Tunisie, la jeunesse, elle est importante, elle a un poids démographique important qui est parfois, malheureusement, tout en étant éduqué, désœuvré parce qu'il n'y a pas d'emploi. Et donc, tout ça crée des mécontentements et tout ça crée des tensions dans des sociétés. Et si ce n'est pas bien géré, ça mène jusqu'à, évidemment, des conflits et une recrudescence possible, effectivement, de la criminalité. Donc, c'est un peu ce à quoi on peut assister aussi en Tunisie. Et il y a, à travers tout ça, il y a un courant conservateur qui souffle sur l'ensemble des pays où on revient sur des droits acquis, où on revient aussi sur ce qu'on pensait avoir été des acquis qu'on avait obtenus dans un continuum progressiste de progrès. Et la Tunisie ne fait pas exception à ça, mais le Canada, le Québec non plus. Et donc, les droits, l'état de droit, les droits humains et la démocratie, ce qu'il faut comprendre, en fait, de tout ça, c'est que c'est un combat sans fin. Il faut toujours le préserver, il faut toujours défendre ça. Et il faut aussi que les systèmes politiques et donc les démocraties soient capables, et c'est ça qui semble être problématique en ce moment, de s'adapter à un nouveau monde. On a tous hérité de démocraties de systèmes démocratiques qui ont été conçus pour des pays comme le Canada. Ça a été conçu au 17e siècle, en Angleterre, un peu réformé au 19e siècle. Dans des pays comme la Tunisie, c'est des systèmes plus ou moins imposés qui sont venus de la part des colonisateurs dans la foulée des indépendances. C'est assez récent, mais c'était au 20e siècle. Et par rapport aux 50 ans, aux 60 ans, aux 70 ans, selon qui nous sépare aujourd'hui de la mise en œuvre de ces systèmes-là, les changements sont énormes. Dans l'histoire de l'humanité, c'est la période où il y a le plus de changements. Et donc, il faut s'adapter et nos systèmes ne s'adaptent pas actuellement. On reste dans des vieux réflexes politiques et ça crée beaucoup, beaucoup d'insatisfaction au sein des populations. D'accord, merci bien. Donc, on peut dire que si la Tunisie va de l'avant et réactive l'application de la peine de mort, elle aurait tort de faire ça parce que ce serait un pas en arrière dans le cheminement démocratique. C'est bien ça? Dans le cheminement démocratique, dans le cheminement de l'état de droit aussi, surtout. On est dans un processus de beaucoup plus de vengeance avec la peine de mort que dans un processus de droit, d'état de droit et de justice. Et donc, qu'on revendique la justice, qu'on revendique qu'il y ait réparation et qu'il y ait punition pour ceux et celles qui commettent des crimes.
ça va de soi. Mais quand on est dans la peine de mort, dans des châtiments comme ceux-là, on est beaucoup plus dans un processus de vengeance. Et en fait, on ne regarde pas le vrai problème et on n'est pas en train de résoudre un problème. Si on dit qu'en Tunisie, actuellement, il y a une recrudescence de criminalité, c'est pas en appliquant la peine de mort qu'on va résoudre ce problème de recrudescence de criminalité. Et donc, il faut aller voir à la source qu'est-ce qui fait qu'il y a une recrudescence de la criminalité. Et souvent, ce sont des injustices qui sont à la base, des injustices économiques, des injustices sociales, qui créent un très, très grand mécontentement au sein de certaines couches de la population et chez certains individus parce qu'il y a un trop-plein. Et on n'a pas su, les institutions n'ont pas su juguler ça. Et les institutions, ben c'est investir dans l'éducation, c'est investir dans la santé, c'est investir dans l'économie, s'assurer qu'il y a un filet social, que les gens puissent se développer, s'épanouir. Et quand il y a des parties de la population qui sentent qu'elles n'ont pas accès et qu'elles n'auront jamais accès à ce développement-là, bien, ça crée des situations où on se radicalise et où les actions qui sont menées sont des actions violentes. Parfait, c'est très logique, je trouve. Il y a une question qui me vient à l'esprit maintenant. Il y a beaucoup de Tunisiens, peut-être aussi beaucoup dans d'autres pays arabes ou d'autres pays ailleurs où s'applique la peine de mort. Ils pensent que Amnesty est un outil d'ingérence étrangère et qu'elles ne prennent pas en considération les spécificités culturelles de chaque pays. Peut-être des pays dont leur juridiction antérieure, ils appliquaient la peine de mort, peut-être pour des raisons confessionnelles, etc. Qu'est-ce que Amnesty répondrait à ça? Il y a deux parties à la réponse. D'abord, si on parle de droits humains, et nous, on s'en tient vraiment à la question des droits humains tels que définis par les instruments internationaux, par le droit international. Et en droit international, en matière de droits humains, il n'y a pas de relativisme culturel. Et donc, il n'y a pas les femmes arabes, par exemple, ou musulmanes, n'ont pas moins de droits ou n'ont pas moins d'aspirations que des femmes ailleurs dans le monde. Les musulmans en général, ou les Africains, par exemple, en général, ou les Philippines en général, n'ont pas moins d'aspirations à ce que leurs droits soient respectés. Peu importe nos croyances, peu importe, quand on revient à l'individu, c'est pas vrai qu'un individu a moins d'aspiration à avoir sécurité, santé, éducation, etc. Donc, il n'y a pas de relativisme culturel et il n'y a pas de jugement non plus culturel par rapport à ça. C'est vrai que par ailleurs, Amnesty International, c'est une organisation occidentale, c'est une organisation qui est née en Angleterre, à Londres, qui a grossi, a fait en sorte qu'il y a eu d'autres amnisties, d'abord dans les pays européens, ensuite dans des pays comme le Canada, les États-Unis, etc. Et c'est effectivement une organisation qui est quand même empreinte, qui est issue d'anciennes colonies, ou pas d'anciennes colonies, mais d'anciens pays colonisateurs, de pays comme la Tunisie. Et ça, c'est vrai, on le retrouve aussi dans les organisations de coopération internationale. C'est vrai qu'il peut y avoir et il peut y avoir encore un regard condescendant qui est posé par des organisations comme Amnesty International ou certaines des personnes qui y œuvrent, parce que chez nous, on a réglé les problèmes et donc on arrive avec supposément des solutions. Cela étant dit, dans le cas d'Amnesty International, il y a tout un travail qui a commencé il y a très longtemps de décentralisation, de création, d'invitation à ce que des organisations Amnesty International naissent et se créent sur le terrain. C'est le cas en Tunisie. Il y a Amnesty International Tunisie. Oui. Et il y a eu tout un processus aujourd'hui. Chez nous, Amnesty International Canada anglophone ou Canada francophone,
On travaille bien davantage sur des enjeux qui sont canadiens. Il y a aussi eu un processus de regard sur nous-mêmes en disant, bien, nous aussi, on a des problèmes de droits humains chez nous et il faut aussi travailler sur les enjeux de droits humains. Ça n'empêche pas une solidarité, ça n'empêche pas que tout le monde travaille ensemble et qu'on peut intervenir sur d'autres, mais toujours, on le fait toujours en solidarité avec nos collègues qui sont sur le terrain. Et c'est vraiment, ça vient du terrain, ça vient de là où il y a d'autres amnisties, que ce soit sur les continents américains, asiatiques ou africains, que l'information remonte. Et on est toujours en train de perfectionner, en fait, cette décentralisation et cette déseuropéanisation aussi d'Amnesty International. Mais j'insiste sur le fait que les droits humains en soi, on ne peut pas avoir un relativisme culturel par rapport à ça. Parfait. Dans aucun pays d'ailleurs. Chez nous non plus. Parfait. Donc, Madame France-Isabelle Langlois, directrice générale d'Amnesty Canada francophone, je vous remercie beaucoup de ces clarifications et de votre temps aujourd'hui. Merci à vous. Au plaisir.